En tout cas, je suis ravi d'être là avec vous ce soir pour vous parler de reconversion professionnelle, de métiers, de la tech et du digital, de l'impact de l'IA sur le monde professionnel aussi. Bienvenue à tous et à toutes, sur ce webinaire qui va être dédié, à la reconversion professionnelle, à la tech, aux métiers, à l'IA, d'accord? Pour me présenter moi, plus précisément, donc je suis Amélie Cessy, je suis donc la fondatrice de Drawby Future, une structure qui aide les professionnels à se reconvertir et à se repositionner dans le secteur de la tech et du digital. Donc moi, je suis développeuse de métier, donc ça fait déjà plus de 15 ans que j'évolue dans le secteur de la tech et du digital. J'ai été développeuse pendant 10 ans, donc développeuse web full stack et développeuse mobile. J'ai travaillé dans plein de boîtes différentes, Michelin, RATP, SNCF, en tant que consultante principalement. J'ai travaillé dans plein de structures, plein d'équipes très différentes, ce qui m'a permis d'avoir une vision très très large de plein de manières de travailler, mais aussi de plein de métiers au quotidien. Et il y a plus de 5 ans, je me suis dit, c'est super, toute l'expertise que j'ai développée, je suis reconnue dans mes équipes, je suis développeuse senior. Et c'était super de travailler pour des très belles boîtes comme RATP et Michelin. Je me disais, il y a une partie de mon quotidien que j'aimerais bien un peu nourrir, notamment sur de l'impact. C'est à ce moment-là que je suis devenue donc formatrice et j'ai travaillé principalement, enfin surtout au début, dans des écoles qui formaient principalement des adultes en reconversion. Et en fait, j'ai observé qu'il y avait beaucoup de difficultés pour ces personnes qui voulaient soit évoluer dans la tech, soit rejoindre le monde de la tech, hein. La réalité, c'est qu'il y avait un certain nombre d'entre eux qui étaient en échec scolaire adulte. Donc là, je me suis dit, OK, il y a un problème, qu'est-ce que c'est? Et j'ai commencé à investiguer le sujet, et c'est là que j'ai vu que, en fait, il y avait un énorme problème, c'est le manque de visibilité sur les métiers de la tech et du digital. Pour donner un exemple, j'avais un de mes étudiants qui était en cours. Moi, je donnais donc mon cours de développement mobile Android. Et en fait, voilà, c'était pas quelque chose qui était le plus logique pour lui. Ça fonctionnait pas très bien pour lui. Par contre, ça se voyait qu'il avait des appétences naturelles pour la cybersécurité. Et quand j'ai commencé à lui parler des métiers comme le métier de pen tester, il ne savait pas que ça existait. Il m'a dit, personne ne me l'a dit, tout m'a dit qu'il fallait aller dans le développement, c'est pour ça que je suis là. Et en fait, il allait revenir à la case départ. C'est à partir de là que j'ai construit ma cartographie des 800 métiers de la tech et du digital. Et c'est sur ça que se basent tous les services, prises de parole, conférences que je fais, des programmes collectifs ou programmes individuels que je vais proposer. L'idée, c'est que je vais aider les gens à trouver le métier de la tech et du digital qui est le plus aligné à eux, à leur talent, leur appétence et leur potentiel. D'accord? Donc ça, c'est pour ma présentation. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a une énorme confusion autour des métiers de la tech et du digital. Déjà, pour un certain nombre de personnes, on ne se rend pas compte qu'il y a une si grande richesse de ce secteur. On va voir un peu plus dans les détails les différents types de métiers qui existent. Pour d'autres, par exemple, des personnes qui côtoient soit des professionnels de la tech, soit qui sont dans la tech aussi, eh bien, en fait, les professionnels de la tech, ils connaissent quelques métiers, mais souvent, ils connaissent leur propre métier et les 2, 3, 4, 5 métiers qui sont autour d'eux. Voilà. Et donc, ce qui fait que quand il y a quelqu'un de leur entourage, quand il y a une personne qui leur pose des questions, ils vont pouvoir donner quelques éléments, certes, mais en fait, ils ne vont pas pouvoir présenter l'étendue des opportunités que la tech propose, parce que le secteur de la tech et enfin, le secteur du numérique, c'est le secteur le plus en croissance, même si il faut quand même le dire qu'en 2025, il y a eu un ralentissement, et que là, ça commence à reprendre doucement pour plein de raisons, on pourra revenir dessus d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est important de bien montrer la diversité des métiers pour que la personne en face puisse aller dans une voie qui ne sera pas une voie de garage. Et donc, c'est pour ça que voilà, c'est très important de comprendre, d'investiguer les différents métiers de la tech et du digital. Alors, très souvent, je commence toujours mes conférences en posant la question au public, quels sont les métiers du digital qu'ils connaissent? Et évidemment, les premiers qui ressortent, ce sont les métiers de développeur, les métiers de la data, community manager par exemple, et aussi les métiers de la cybersécurité. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même une connaissance, et ça, c'est quand même une bonne chose aujourd'hui en 2026, que voilà, à une époque, le métier de développeur, il y a des gens qui ne connaissaient pas. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui ne connaissent pas. Mais par exemple, pour les métiers de la cybersécurité, c'est quelque chose que j'ai pu voir très régulièrement. On peut dire les métiers de la cybersécurité, mais sans vraiment pouvoir dire un, deux ou trois métiers. Alors que dans chaque sous-domaine, chaque métier est très différent. Quand je parle des 800 appellations de métiers, par exemple, le métier de développeur, c'est un métier
pour moi, c'est un mot valise parce qu'entre un développeur front, un développeur back, un développeur full stack, un développeur no code, si on le met dans cette valise, dans la valise de développeurs, eh bien, ce sont des métiers finalement différents dans la manière dont on va les exercer. Donc, ce qui fait que ça, c'est valable pour tous les métiers et c'est pour ça que c'est un vrai travail d'investigation qui est important à mettre en place pour pouvoir trouver celui qui est plus aligné à soi. Comme je le disais, plus de 800 appellations de métiers dans le secteur que moi j'ai cartographié et réparti en 6 sous-domaines, pardon. Donc, il y a déjà les 3 premières catégories qui sont les métiers les plus techniques, hein, donc les métiers de l'informatique où, par exemple, on va mettre, dans la partie informatique, les métiers, de développeurs. Il y a aussi donc les métiers de la cybersécurité et les métiers de la data/IA. On met data et IA ensemble parce qu'on ne peut pas faire d'IA s'il n'y a pas de data en dessous, d'accord? Ensuite, il y a les métiers qui font, le lien entre les non-tech et les tech. Quand je dis les non-tech, c'est-à-dire c'est que c'est le reste du monde, voilà. C'est le reste du monde, mais ça pourrait être, d'autres collaborateurs dans l'entreprise, ça peut être, voilà, plein de choses qui sont autour de l'équipe tech, clients finaux, utilisateurs ou collaborateurs et les équipes tech. Et pour cela, il y a plusieurs, métiers, plusieurs, missions, plusieurs rôles, notamment les métiers autour de la conduite de projet, donc l'encadrement, les métiers, donc tout ce qui est créatif, d'accord, et les métiers de l'acquisition clientèle version digitale. Donc, ça fait 6 domaines au total, donc une très grande variété de métiers. Alors, ce qui est hyper intéressant dans le secteur du numérique, c'est que très souvent, on le prend un petit peu comme un domaine où il faut être. Enfin, il y a un énorme cliché qu'il y a avec les métiers de la tech et du digital, hein, et on se dit qu'il n'y a qu'une seule catégorie de personnes et une seule catégorie de cerveau qui ne correspond pas à soi. Souvent, je dis en rigolant, enfin, en abusant le trait, évidemment, en grossissant le trait, que souvent on se dit, le cliché, c'est si on n'a pas essayé de hacker la NASA à 5 ans, on ne peut pas travailler dans le monde de la tech et du digital. Moi, je suis l'exemple vivant que qu'on peut partir de très, très, très loin. Mais si il y a un vrai alignement avec son mode de fonctionnement interne, eh bien, avec beaucoup de travail évidemment, eh bien, on peut justement atteindre des métiers qu'on n'aurait pas pensé, être faits pour soi. Moi, quand j'ai annoncé à mes proches que je devais, aller en informatique après le bac, hein, notamment mes amis, ils se sont tous moqués de moi. Ils m'ont dit que je ne savais pas allumer un ordinateur, j'allais rien pouvoir faire, dans ce secteur. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas vraiment accès à l'ordinateur, donc j'étais pas du tout, autonome. Bah, je les ai pas écoutés, j'ai continué parce qu'il y a quelque chose qui m'a appelé là-bas et il s'avère que j'ai compris le métier qui me plaisait le plus, donc le métier de développeur, mais en fait, je l'ai compris vraiment dans le temps. C'est vraiment au bout de 1 an et demi, 2 ans à étudier, à pratiquer, plein de compétences, que j'ai compris que c'était le développement qui était fait plus pour moi que les autres, métiers dans la tech. Sachant que, autre chose, c'est que j'ai bien compris mon métier aussi parce que j'étais en train d'exercer ce métier dans le cadre d'un stage en l'occurrence, et que j'avais quelqu'un à côté de moi pour me guider, pour me montrer ce que j'étais capable, et me guider aussi quand j'atteignais mes limites. Et en fait, ça m'a ouvert un champ des possibles, et c'est comme ça que j'ai commencé à voilà, embrasser cette nouvelle carrière. Plusieurs types de personnalités, plusieurs appétences, plusieurs forces naturelles peuvent trouver le métier qui est aligné à soi. Et donc, j'ai catégorisé en plusieurs parties. Et notamment, la première catégorie, c'est les construction lovers. Donc, toutes les personnes qui adorent construire. D'accord? Donc, ce qui fait que dans le secteur de la tech et du digital, par exemple, le métier de développeur, c'est super pour ceux qui adorent construire de zéro. Moi, c'est ce que je me disais en l'occurrence. Et très souvent, quand je parle à des développeurs ou des personnes qui ont envie d'aller vers ces métiers-là, c'est des gens qui me disent, c'est toujours la même phrase, c'est que j'adore construire. J'adore construire à partir de rien. Eh bien, ça, c'est extrêmement puissant. Et très souvent, ce que je me dis, c'est que ces personnes pourraient très bien être développeurs, mais aussi, pourquoi pas, travailler dans le monde de l'architecture si c'était une voie qui pourrait leur plaire. Dans les deux sens, il y a cette dimension de construction.
Pareil, il y a toutes les personnes qui adorent la data. Tout à l'heure, j'ai vu data dans le chat. En effet, ils ont une appétence naturelle. Ça peut être par les maths, ça par les statistiques, par l'esprit analytique. Eh bien, il y a plein de métiers pour cette catégorie de personnes. Pour toutes les personnes qui ont une obsession naturelle, qui vont faire très, très attention à tout ce qui est cybersécurité, sécurité, ou qui ont une fascination pour tout ce qui est hacking, eh bien, tout ça, ce sont des appétences naturelles pour les métiers de la cybersécurité. Toutes les personnes qui ont cette dimension créative naturelle, il y a un gros, un gros rayon de soleil sur moi. Pour toutes les personnes qui ont cette créativité naturelle en soi, en eux, pardon, qui ont cette force-là, sachez que dans le monde de la tech et du digital, il y a aussi énormément de métiers qui peuvent vous plaire complètement. Pareil, pour ceux qui adorent les clients, qui ont développé des compétences ou une carrière, qui sont au contact de clients, d'utilisateurs, de personnes qui vont justement dans une boîte être des clients, des utilisateurs, peu importe, hein, mais qui ont ce sens humain pour travailler avec des personnes, eh bien, sachez que, pareil, dans le monde de la tech et du digital, il y a plusieurs métiers, ainsi que pour ceux qui adorent organiser, ils vont être extrêmement voilà, stimulés dans le secteur de le monde de la tech et du digital. Donc, avec ces différentes catégories, finalement, on retrouve vraiment tous les métiers. Et donc là, ce que j'ai fait avec cette slide, c'est que j'ai mis quelques idées de métiers réparties par ces catégories. Pour ceux qui adorent construire, et bien évidemment, le métier de développeur web, le métier de développeur no-code ou product builder IA, ça va être des métiers qui vont être très, très intéressants, très, très stimulants. Et là, c'est que quelques métiers de pistes pour rechercher. Pour tous ceux qui adorent la donnée, qui ont aussi une appétence pour les maths, hein, tous les métiers tels que data analyst, data marketing analyst ou traffic manager, ça va être des métiers qui vont beaucoup vous plaire. Et vous voyez, data, on va dire que ça fait partie des métiers les plus tech, d'accord? Et marketing data ou traffic manager, c'est plutôt côté marketing. Ce qui fait que même dans les sous-catégories, on peut retrouver ces appétences naturelles dans des métiers très, très, très différents, d'accord? C'est pas que les métiers de l'IA ou de la data pure où on va avoir les data lovers, mais aussi tout ce qui est marketing data analytique, d'accord? Pour la partie cybersécurité, je l'ai dit un petit peu plus tôt, tout ce qui est pen tester. Pen tester, ça va être un professionnel qui va être recruté, qui va être payé pour hacker des systèmes. Donc en fait, ça c'est bien cadré. Il y a bien un contrat qui est très délimité. Mais par contre, le pen-tester, qui est un expert de la cybersécurité, va apprendre justement à rentrer dans la tête des hackers pour pouvoir après proposer des manières de sécuriser les systèmes. Évidemment, vous pouvez aussi associer deux compétences ensemble, par exemple développeur et cybersécurité, parce que ce n'est pas la majorité des développeurs qui vont avoir des compétences avancées en cybersécurité. Les personnes qui développent cette double compétence ont vraiment un élément démarquant. Ils ont vraiment des éléments pour se démarquer sur le marché. Vous pouvez faire aussi auditeur cybersécurité. J'avance ceux qui adorent l'organisation. Il y a tout ce qui est chef de projet, product owner, scrum master, qui a été dit dans le chat tout à l'heure. Tous ceux qui adorent la créativité. Il y a les métiers de graphiste. Alors, graphiste, attention, aujourd'hui, le graphiste, c'est plus une compétence, d'accord, principalement, parce que le métier en soi, il a été beaucoup en croissance, je dirais, ouais, voilà, peut-être il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on va moins chercher des graphistes, même si on en cherche encore, on va plutôt chercher des UI, UX designers, d'accord? Donc, en fait, donc, le graphiste, c'est celui qui va créer des interfaces digitales pour pouvoir communiquer, d'accord? Et lui, l'UX designer, il va faire ce que fait le graphiste. C'est pour ça qu'on dit UI pour User Interface, d'accord? Interface utilisateur. Et UX, c'est pour l'expérience. C'est-à-dire que sur Internet, on a besoin de vivre, de parcourir des pages, et des pages, et des pages, et des pages. Et bien ça, c'est un parcours en ligne qu'on va faire. Et ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience que un expert va construire, va définir, va voilà, concevoir. Et bien, ça, c'est le travail des UX designers. D'accord? Pour tous ceux qui sont créatifs aussi, qui adorent aussi l'associer à la technique, il y a tout ce qui est motion designer, c'est-à-dire animer des choses en 3D. Par exemple aussi, vous pouvez travailler voilà, pour animer des films, des films d'animation, des interfaces aussi. Et aussi, vous pouvez aussi travailler dans le monde des jeux vidéo. Et toutes les personnes qui ont cette appétence naturelle avec les clients, eh bien, des métiers tels que community manager,
consultant marketing ou créateur de contenu, ça va être des métiers et des compétences dans lesquelles eh bien, vous allez beaucoup voilà, vous plaire. Je pense aussi pour les clients de Lover, tout ce qui est digital business developer, qui sont les commerciaux dans le monde de la tech et du digital. Et bien, ces commerciaux-là, ingénieurs d'affaires aussi, ça fait partie de cette, enfin, se rapproche, on peut le rapprocher de digital business developer. Ça va être des commerciaux qui ont une culture tech, IA, et qui peuvent vendre ou qui ont développé des compétences pour vendre des logiciels, d'accord? Par exemple, des logiciels SaaS, comme on dit dans l'écosystème. Eh bien, on associe la dimension tech, digital, notamment par la culture, et après, il y a les compétences cœur pour le digital business developer qui va être sur le commercial. Mais n'empêche, ces personnes-là évoluent dans l'industrie du numérique. Donc, tout ça fait qu'il y a une vraie richesse. Alors, quand on parle, je parle de tous ces métiers, donc ça peut être des métiers très intéressants. J'ai pas lancé non, c'est pas vrai. Je pensais à l'enregistrement, mais j'ai un autre moyen d'enregistrer. Les erreurs. Alors, quand je parle de tous ces métiers, on se dit, OK, c'est super intéressant, Amélie. Moi, j'envisage de me reconvertir. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se disent, en fait, moi, je suis déjà en cours de reconversion et voilà, ce que tu me décris, ça a l'air d'être un peu parfait sur le papier, mais très concrètement, il y a plein de difficultés au quotidien. Et ça, c'est une vraie réalité des parcours de reconversion. Ce que je dis souvent, c'est que la réalité, c'est que c'est un parcours semé d'embûches. Et d'ailleurs, c'est pour ça que finalement, moi, j'ai créé ma structure, Draw My Futures. L'idée, c'était que justement d'aider les gens à dépasser toutes voilà, les difficultés qu'ils rencontraient sur le chemin pour ne pas s'arrêter parce que l'écosystème, le secteur de la tech et du digital a besoin de beaucoup de personnes. Donc en fait, ça, c'est peut-être aussi une chose que vous avez beaucoup entendu, c'est que on vous a probablement dit, voilà, le secteur, il a besoin de beaucoup de personnes, donc c'est-à-dire qu'il y a plein de jobs, ça va être facile de s'insérer dedans. La réalité, elle est beaucoup plus nuancée. C'est que les employeurs cherchent beaucoup de personnes, par contre, les employeurs sont extrêmement exigeants. Si votre projet n'est pas clair, si la cohérence de votre projet professionnel par rapport à votre précédente carrière, si vous ne savez pas défendre votre profil, si vous n'avez pas, par exemple, un portfolio pour certains métiers, si vous n'avez pas fait un stage ou pratiqué votre métier dans un contexte semi-professionnel, eh bien, si vous n'avez pas tout ça, eh bien, si vous ne savez pas avoir un CV qui est dans les codes des professionnels de la tech et du digital, si vous n'avez pas la culture, si vous n'avez pas le jargon, en fait, tout ça, c'est des freins pour la réussite de votre projet professionnel. Ici, j'ai listé plusieurs, plusieurs erreurs que j'ai pu, voilà, que j'ai pu, tac, voilà, que j'ai pu observer sur ces 7 dernières années au travers des voilà, 1000 au total, quand je cumule aujourd'hui, quand je mets à jour en 2026, plus de 1500 personnes que j'ai acculturées, formées, accompagnées euh, vers les métiers de la tech et du digital hein, au travers de mes différentes activités. Et j'ai vu beaucoup d'erreurs dans les projets de reconversion. J'en ai mis voilà, plusieurs, mais la liste est encore plus longue, alors que là, j'en ai mis déjà pas mal. Donc déjà, se lancer sans savoir quel métier viser. Donc en fait, ces personnes-là, souvent, elles vont choisir un métier au hasard. Soit c'est parce que c'est une tendance, soit parce qu'on leur a dit ah, il y a ce métier-là que j'ai déjà entendu parler, intéresse-toi, va dans ce métier. En fait, entre ce métier que vous avez identifié et vous, quel est l'écart? Et ça, c'est un travail à faire. Choisir une formation avant de avoir identifié le bon métier. En fait, pourquoi les personnes se précipitent dans la partie formation? Je comprends. Parce qu'en fait, on a envie de lancer sa reconversion professionnelle. Très souvent, on se dit que le début de la reconversion professionnelle, c'est le départ, c'est le démarrage de la formation. Sauf que dans cette phase où vous allez trouver cette formation, vous êtes plutôt dans la confusion. Vous ne savez pas exactement quel métier choisir. Donc, soit vous restez dans la paralysie, soit vous vous lancez dans la formation, vous n'êtes pas sûr. D'accord? Et en fait, la formation, vous allez rentrer dedans aussi parce que il y aura un organisme de formation qui dira, voilà, il faut absolument que tu rentres tout de suite dans cette formation-là, alors qu'il n'y a pas eu le travail en amont pour s'assurer que ce soit le bon métier fait pour vous. Et c'est là qu'il y a des personnes qui se retrouvent, justement, en échec scolaire en plein milieu du parcours de reconversion.
d'autres personnes qui pensent que la formation suffit, dans le sens où je fais ma formation et c'est bon. Je suis reconverti, je vais pouvoir avoir le job, le monde de la tech et du digital va s'ouvrir à moi. La réalité, encore une fois, elle est beaucoup plus nuancée. En fait, la formation, c'est une étape, c'est une brique, évidemment. C'est une brique qui est centrale, d'accord? Le pilier derrière la brique, c'est le métier, d'accord? Le métier aligné avec vous. Ensuite, il y a la brique centrale qui est la formation. Et en fait, autour de la brique centrale, il y a plusieurs briques qui fait que votre profil sera solide, d'accord? Il faut déjà le bon projet, le bon métier. Il faut que vous ayez développé la culture digitale du métier que vous allez viser. Il faut comprendre aussi le marché de l'emploi du métier que vous visez. Il faut développer son réseau. Il faut savoir se présenter. En tout cas, il faut avoir un portfolio. Il faut pouvoir démontrer vos compétences concrètement. Il faut une logique dans votre parcours. C'est autant de choses qui sont en plus de la formation. La formation, ce n'est qu'une étape. Et ça, c'est très important à avoir en tête. Et malheureusement, j'ai vu ça beaucoup trop souvent. Des personnes qui font la formation, ils sortent. Déjà, il faut se poser la question avec combien de pourcentage des compétences la personne sort. Très souvent, le plus, c'est que les personnes elles peuvent sortir avec 80% des formations, des compétences, voire 90%, mais elles ne s'en rendent même pas compte. Donc, ce qui fait que sa posture n'est pas la bonne face aux employeurs. Et ça, c'est des éléments très concrets qui font échouer les projets de reconversion ou qui rend les projets beaucoup trop longs par rapport à la réalité. Donc, suivre la mode par rapport à la mode du moment. Donc, et aujourd'hui, par exemple, ce serait peut-être l'IA. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'aller dans l'IA. Je dis pas ça. Je dis qu'il faut bien structurer son projet professionnel pour qu'il soit aligné à la fois à la tendance qui est croissante, ça c'est très important, mais aussi à soi. D'accord? Donc ça, c'est un vrai travail à faire. Je dis ça aussi parce que j'ai vu beaucoup de personnes, surtout voilà, les 3 premières années où j'ai travaillé sur ce projet voilà, de construire cette cartographie des métiers de la tech et du digital, où la majorité des gens allaient dans le métier de développeur, alors que ce métier n'était pas fait pour eux, mais ils ne pouvaient pas s'en rendre compte, parce qu'ils avaient été aussi mal aiguillés, mal informés, et les informations étaient très difficiles à identifier pour pouvoir s'en rendre compte. Voilà. Aussi, d'autres erreurs, croire qu'il n'existe qu'un seul métier dans la tech. On a abordé ce sujet, évidemment, il y a une vraie richesse. Donc, passer des mois aussi à réfléchir sans agir. Parce qu'en fait, vous allez avoir tendance à rechercher plein d'informations dans plein de directions différentes. Mais en fait, à force d'accumuler, eh bien, on ne se rend pas compte que ça crée, voilà, on reste vraiment au même point. En fait, on va bouger peut-être sur le côté, mais on ne va jamais avancer vers l'avant. Parce qu'en fait, trop d'informations, on n'arrive pas à le trier, donc on n'arrive pas à avancer. Donc, se noyer, ça va dans le même sens. Se comparer aux autres, ça c'est très compliqué. Ça va toucher le syndrome de l'imposteur. Et dans ce contexte-là, en fait, vous allez vous dire, ok, si cette personne, vous allez avoir cette image entre guillemets, voilà, de surface de la personne qui est en face, en oubliant que cette personne a été débutante comme vous à un moment. Et en fait, c'est ça qui va créer vraiment le syndrome de l'imposteur, en tout cas qui va le nourrir, qui va vous paralyser et qui va vous empêcher de déployer vos capacités parce que moi, voilà, j'accompagne des reconvertis et je sais que vous faites pas du tout ça sur un coup de tête ou parce que voilà, vous vous ennuyez pas du tout. C'est que vous avez des fortes capacités et d'ailleurs pour pouvoir démarrer, oser se lancer, ça demande énormément de courage. Je sais qu'au-delà du courage que vous avez plein de compétences, mais c'est vrai que le syndrome de l'imposteur aura tendance à neutraliser vos capacités et donc ça, c'est important de faire attention quand on se rend compte qu'on a tendance à se comparer aux autres. Rester seul avec ces questions, ça va vous isoler, ça va vous ralentir dans votre projet professionnel, hein. Ça a beaucoup d'impact, beaucoup plus que ce qu'on aurait pensé. C'est vrai que c'est difficile de trouver aussi les bonnes personnes. Donc en fait, il faut trouver, voilà, des personnes qui sont en cours de reconversion, des personnes qui se sont reconverties, des personnes qui sont experts du secteur. Voilà, il faut vraiment multiplier les contacts pour pouvoir avoir, différentes discussions et pour avoir aussi des avis, qui vont se croiser, qui vont aussi se confronter parfois, mais ça permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus claire. Accumuler les formations aussi, ça va être un problème, ça j'ai pu l'observer aussi. Souvent des formations en ligne, des formations gratuites ou même pourquoi pas des bootcamps, hein. Mais en fait, c'est très bien. Ça développe une culture générale et ça, c'est vraiment un excellent point. Le seul point qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous n'avez pas de stratégie, en fait, vous allez faire du surplace. Quand je dis une stratégie, c'est le métier, votre plan d'action à court terme, moyen terme et long terme. Beaucoup de personnes aussi, en termes d'erreurs que je vois, sont très bloquées. Alors, je dis bloquées, mais
pense beaucoup à la partie, âge, ce qui est totalement légitime en vérité. Je sais qu'il y a l'âge autour de la trentaine, autour des 35 ans, autour des 40 ans, autour des 45 ans, autour des 50 ans. Sachez que vraiment, à tous ces âges-là, les personnes se posent des questions sur l'âge. Donc, moi qui suis au centre de tout ça, j'observe cela en me disant c'est hyper intéressant, enfin c'est intéressant entre guillemets au niveau global en termes de statistiques que toutes ces personnes se posent exactement les mêmes questions, alors que dans le monde de la tech et du digital, il y a vraiment tous les âges. C'est vrai que, par exemple, si vous allez dans une petite startup, ça peut être une équipe très, très, très jeune, d'accord? Mais moi qui a travaillé dans plein, plein, plein de structures très différentes, PME, start-up, grands groupes, publics, il y a vraiment tous les âges. En fait, ce qui est très important à avoir en tête, c'est que le secteur, ce qu'il veut, c'est pas une question d'âge, c'est plus une question d'adaptabilité, de flexibilité, de capacité à parler le jargon, faut dire la vérité. L'écosystème attend à ce que les personnes qui rentrent dans les métiers comprennent le jargon et sait l'utiliser, qui comprennent un petit peu, un minimum, la culture de l'écosystème et surtout, et c'est ça le plus important, c'est que les employeurs, les équipes, les personnes de la tech et du digital, ce qu'ils veulent voir, c'est très concrètement vos compétences. Donc, il faut démontrer par le concret ce que vous savez faire. Et c'est d'ailleurs, petit conseil pour ceux qui sont peut-être un peu touchés par le syndrome de l'imposteur, et je comprends très très bien le sujet, hein. Moi, dans ma vie d'entrepreneur, ça a été un vrai vrai sujet, donc c'est totalement, enfin, je comprends tout à fait le fait qu'on puisse passer par là, mais sachez que démontrer par le concret, par un portfolio, par un site, par un projet que vous avez fait, ça c'est le bon moyen pour pouvoir parler aux professionnels de la tech et du digital. J'ai parlé de l'âge et c'est ça qui dépasse la question de l'âge, d'accord? Sous-estimer le temps de reconversion, en vérité, dans le sens où il y a des personnes peut-être avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, qui se disaient: «Voilà, en 6 mois, c'est bon, je vais réussir à me reconvertir». Donc en fait, déjà, entre chaque étape, il y a des temps qui peuvent être des temps en arrêt. Ça peut être parce que déjà, il faut trouver le bon métier, donc il faut prendre le temps déjà de le faire ça correctement. Donc selon si, vous êtes bien équipé en termes de méthodologie ou si vous êtes totalement seul et que vous ne savez pas comment le faire et ben, ça va prendre beaucoup de temps. Trouver la bonne formation, trouver le stage, pourquoi pas faire de l'alternance, trouver le premier job. Tout ça, c'est des choses qui peuvent s'étendre évidemment si on est seul, j'observe que ça le temps s'élargit, enfin, ça s'agrandit énormément et il y a le temps même optimal. Par exemple, je dirais que sur un projet de reconversion, s'il n'y a pas d'accro et qu'on est bien entouré, un projet de reconversion, entre l'idée de reconversion et l'arrivée sur le premier job, on peut le faire sur 1 an et demi. Voilà. Sur 1 an et demi, on peut positionner tout ça avec les temps où des fois il y a des petits temps, un petit peu d'arrêt. D'accord? Donc je dirais que c'est entre 1 an et demi et 2 ans pour les projets de reconversion. Sachant que dans, la reconversion, il y a aussi le nouveau positionnement sur le CV, sur la posture. C'est vraiment un changement qui va au-delà des compétences. Les 3 dernières que j'ai notées pour, les erreurs, il y a aussi, ne pas tester le métier avant. Donc, pour cela, la bonne pratique et les bonnes choses à faire, c'est, tout ce qui est, bah, faire des tests, ça peut être faire des stages d'immersion, ça peut être faire des projets, c'est voilà, suivre un programme qui vous permette vraiment de comprendre, le quotidien du métier. Ne pas clarifier vos motivations, ça c'est très important parce que souvent je vois aussi des personnes qui veulent fuir leur précédent job, d'accord? Et en fait, il y a un travail de clarification à mettre en place pour comprendre la nouvelle trajectoire. Sinon, vous allez, être dans la confusion encore une fois et dernier point qui est important, c'est que, souvent, vous allez avoir peut-être une frustration que les autres autour de vous ne comprennent pas votre projet ou qui ne vous accompagnent pas ou qui vous aident pas. Alors, pour vous donner un exemple très, très concret, ça peut être soit la famille qui vous soutient pas, d'accord? Ça peut être aussi des collègues et ça peut être aussi, par exemple, des conseillers France Travail ou, d'autres types de conseillers qui sont censés vous aider. En fait, ce que je pourrais vous dire sur ça, c'est que, heu, oui, je comprends l'attente de se dire que c'est les personnes en face qui devraient un petit peu vous soutenir, quoi qu'il arrive. Donc ça, de manière générale, ça c'est vraiment, c'est peut-être les personnes les plus proches, hein. Mais c'est à vous de développer la clarté de votre projet professionnel. Vous devez présenter votre projet à toutes ces personnes-là en disant: «OK, moi, je sais voici mes forces, voici les métiers accessibles par rapport à là où je suis, voici ce que je vise à plus long terme et voici le projet que je souhaite faire». À partir du moment que votre projet, il est clair de cette manière, en fait, toutes les personnes autour de vous
alors sauf si, c'est des personnes malveillantes, mais je vous conseille de vous entourer que des personnes bienveillantes, eh bien, ils vont essayer de voir comment ils peuvent vous aider. Et tout ça pour vous dire que la clarté, elle doit partir de vous et ça, c'est pas forcément évident quand on se lance dans la reconversion. En tout cas, peu s'il y a une chose qui revient le plus, c'est que la plupart des projets de reconversion que j'ai pu observer, c'est que c'est des gens qui vont être vraiment focus que sur la partie formation et je comprends encore une fois, mais la vraie question au démarrage, c'est quel est le bon métier qui est aligné à vous et qui est aligné enfin et qui est un métier qui va être en croissance sur les prochaines années pour que vous puissiez avoir un emploi durable. Donc c'est vraiment ça la toute première question en tout cas. Maintenant que j'ai parcouru, voilà, les métiers et aussi les erreurs que j'ai pu voir, c'est important aussi de parler de l'impact de l'IA. C'est-à-dire que, moi, j'ai des personnes qui me disent: «Ah Mehdi, pourquoi, tu parles des métiers de la tech et du digital alors que l'IA va, remplacer tous, les métiers du numérique?» Ce que je dis déjà pour commencer à cette, remarque, c'est que l'IA, c'est fait par des professionnels du numérique, pour commencer. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Donc ce que je veux dire derrière, c'est que clairement, l'IA a un impact sur les métiers et les métiers changent complètement, je pense. Je parle très souvent en premier du métier de développeur où le métier de développeur, son métier, en tout cas une grosse partie du métier, à la base et encore aujourd'hui en vérité, c'est d'écrire des lignes de code là où avec un outil d'IA génératif, et ben, on va pouvoir générer du code. Donc ce qui fait que le développeur qui connaissait peut-être pas par cœur, mais qui a cette capacité à produire des lignes de code, avant, plus le temps va passer, plus ça va être quelqu'un qui va être en capacité de diriger des IA pour produire du code. Donc est-ce qu'on aura toujours besoin de quelqu'un pour faire? Bah oui, parce qu'en fait, on travaille dans des équipes humaines, on travaille pour des clients finaux qui sont humains, on a des problèmes, des bugs, des écosystèmes qui sont très divers, très complexes. Avant que, le métier de développeur disparaisse, il faudra, selon moi, un peu de temps. Moi, ça fait peut-être plus de 10 ans qu'on me dit que le métier de développeur va disparaître parce que, les technologies no code existent. Donc, il y a plusieurs types de métiers, plusieurs types de développeurs. Peut-être qu'un développeur, jusqu'à aujourd'hui se dit: «Bah, je retrouve plus, l'ADN que j'aimais dans le métier de développeur et il voudra changer». Ça, c'est aussi possible. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que les choses évoluent. Pour, cela, j'aimerais bien faire un petit détour sur les révolutions que nous subissons, nous, déjà, depuis la nuit des temps, très rapidement. Déjà, très récemment, internet, ça a été une révolution. Rappelons-nous qu'à une époque, dans les années 90, il n'y avait pas un ordinateur installé sur tous les bureaux dans toutes les entreprises. Heu, on imagine assez facilement pour ceux qui travaillaient pas à cette époque et pour ceux qui travaillaient à l'époque, qu'on se rend bien compte qu'il y a eu un changement, des habitudes professionnelles et que l'ordinateur installé dans beaucoup dans toutes les entreprises, faut le dire, eh bien, ça a créé des emplois totalement différents. Dans les années 90, on a beaucoup orienté vers le tertiaire, on a beaucoup formé sur, plein de métiers pour pouvoir utiliser l'ordinateur. Donc avant internet, on avait qui plus est, accès un accès limité aux informations. Là où internet, au-delà de l'outil professionnel, ça nous a permis de développer, bah, l'e-commerce, les réseaux sociaux, pour le bien et pour le mal, hein, d'accord? Le télétravail, des innovations aussi dans la santé, dans le divertissement. C'est une révolution qui a transformé fortement et profondément le monde professionnel, le monde tout court et aujourd'hui, on est à l'ère en 2026, post-internet. Si on revient encore plus en arrière, l'électricité, ça a été une révolution aussi. À une époque où on allait, s'éclairer avec des lampes à l'huile, des bougies. Pour tout ce qui est force musculaire, et bien, on faisait appel à l'humain ou aux animaux tout court. L'électricité a permis, une augmentation massive de la productivité. Ça a pu développer les industries modernes qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qui est appareils, électroménagers. Encore une fois, ça a changé profondément, le quotidien professionnel et personnel, bah, du monde entier, tout simplement. Encore avant l'écriture a été aussi une révolution. C'est-à-dire qu'avant l'invention, avant cette technologie, moi j'appelle ça une technologie, et bien, les connaissances étaient transmises oralement avec ses avantages et ses inconvénients. Si on regarde les inconvénients, ça crée des distorsions et des pertes d'informations et surtout la connaissance était, centrée à un petit groupe de personnes. Ce qui fait que grâce à l'écriture, on a pu justement,
à avoir de la conservation et de la transmission précise de connaissances et ça a développé l'administration pour son bien, pour le bien et pour le mal. Mais en tout cas, ça a créé nos sociétés. L'administration, c'est basé, enfin, nos sociétés sont basées sur notre capacité à créer l'administration et aussi, par exemple, les sciences. Chaque innovation donc, a permis d'améliorer la productivité, l'efficacité des processus de travail, mais aussi à améliorer d'une certaine manière notre vie quotidienne. Chaque innovation a créé, a détruit des métiers, les a fait disparaître au fur et à mesure et on a aussi créé d'autres. Donc à l'écriture, avant, enfin l'écriture, ça a créé des scribes et puis plus tard des comptables. Grâce à l'écriture, l'électricité des électriciens, aujourd'hui des ingénieurs, Internet, aujourd'hui développeurs web, community manager. Encore une fois, on peut revenir 20 ans en arrière, métier de développeur web et le métier développeur, oui, enfin, d'une certaine manière, mais ce n'était pas du tout d'ailleurs la même nature du quotidien du métier de développeur. Et encore, on n'appelait même pas ça un métier de développeur, c'était peut-être juste codeur. Et community manager n'existait pas. Donc, ce qui fait que, encore une fois, les révolutions, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'humains, notre force, c'est peut-être probablement notre capacité à nous adapter au changement. Et donc, ce qui fait que l'IA, c'est une nouvelle étape importante de cette évolution. C'est pas toujours très confortable, ça, je le reconnais totalement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le regarder en se disant, OK, comment je peux tirer mon épingle du jeu? Comment je peux, comment l'IA va avoir un impact sur mon quotidien? Comment je peux gagner du temps? D'accord? Heu, Là, sur ce scénario, donc là, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans la partie d'IA. J'ai pris le pire scénario qu'on peut entendre parce que c'est vrai que quand on suit les infos, les news, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stats qui sortent, d'accord? Et il y a plein de stats qui sont, très, 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 très inquiétantes. C'est vrai qu'on est vraiment dans un contexte très, très anxiogène. Tac. Et dans ce contexte anxiogène, le pire chiffre que j'ai pu trouver, c'était que 80% des emplois vont être impactés par l'IA. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on creuse dans les petits détails et dans les petites lignes de toutes ces études, c'est que souvent, c'était quelque chose comme 80% des emplois vont être impactés par l'IA. En fait, c'est qu'il y a une partie des tâches qui sont automatisables. D'accord? Donc, ça, il faut vraiment regarder dans les détails ce qu'il y a derrière ces études. D'accord? L'autre chose que je voulais aussi vous partager, c'est que, il y a une étude aussi qui dit que entre les métiers qui vont être déplacés, changés et détruits et les nouveaux rôles créés, tout ça, ça reste des hypothèses, encore une fois, personne n'a de boule de cristal en vérité, eh bien, il y aura, a priori, en tout cas selon les études, une augmentation nette de 78 millions d'emplois nouveaux, d'accord? Donc ce qui fait que, encore une fois, quand on repense à l'écriture, l'électricité, internet, on se rend bien compte qu'il y a eu un changement de bascule, eh bien, il faut voir l'IA, l'impact de l'IA générative de la même manière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Finalement, l'IA elle a un impact sur tous les métiers, au sens général, aussi énormément dans les métiers de la tech et du digital, d'accord? Et il a un impact sur les métiers de la cybersécurité, de l'informatique, de la data et de l'IA évidemment, les métiers donc créatifs, les métiers de la gestion de projet et de l'encadrement et aussi les métiers de la communication digitale. Donc la question de la communication digitale et du lien avec le client. Donc la question c'est dans chaque sous-domaine, dans chaque métier, quel est l'impact qui va arriver sur son propre métier. Donc ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure. Il faut être très, très attentif par rapport à son métier. Et sans, parce que le temps est quand même très, très limité, malheureusement, voilà, il faudrait peut-être 5 conférences, 6 conférences pour pouvoir bien creuser chaque sous-domaine. Et là, j'ai mis quelques rôles, métiers, à la fois de l'IA, soit qui sont en train d'émerger. Data scientist, c'est le métier qui sont déjà historiquement présents dans le monde de la data et de l'IA, parce que l'IA, faut pas oublier que c'est pas quelque chose qui existe que depuis 3 ans, d'accord? Donc ça, c'est très, très, enfin, c'est bien plus ancien que ce que peut-être certaines personnes le pensent, hein. Mais c'est des métiers qui sont historiques, mais c'est vrai qu'ils se transforment avec l'impact de l'IA générative. Donc, donc, dans cette catégorie, il y a data scientist, tout ce qui est spécialiste NLP, donc ça va être tout ce qui est traitement du langage naturel. Le traitement du langage naturel, c'est ces professionnels qui vont savoir traduire en informatique ou traduire à un logiciel, à un algorithme, le fait que on va créer des logiciels qui va savoir parler comme un humain. ChatGPT se base sur la technologie NLP parce que il parle entre guillemets comme un humain.
Data engineer fait partie de ces métiers de la data historique. Il y a les métiers de chef de projet AI. Tout à l'heure, je l'ai montré un peu plus tôt, tout ce qui est product manager, product builder, AI. Donc, les personnes qui sont en capacité de créer des produits, des services technologiques qui se basent soit avec des briques, des fonctionnalités qui se basent sur l'IA, ou qui vont créer les outils avec des outils d'IA. Génératifs, bien sûr. Sur tout ce qui est prompt engineer, à un moment, il y a eu une mode en se disant est-ce que ça va être un métier? Moi, de ce que j'observe du marché, parce que j'observe le marché avec beaucoup d'attention depuis voilà, ouais, environ 7 ans, le prompt engineering, c'est plus une compétence. Donc, le prompt engineering, c'est l'art de savoir parler aux IA génératives pour pouvoir sortir des choses très concrètes et très pertinentes. D'accord. Aujourd'hui, le métier de développeur, il a évolué. Donc, aujourd'hui, on appelle ça encore un développeur, mais j'ai mis entre guillemets vibe codeur parce qu'en fait, le code, on va plus le coder, en tout cas, pas 100% des développeurs aujourd'hui vont coder toute leur ligne de code comme c'était le cas avant. En fait, ils vont vibe coder. Vibe coder, c'est la capacité à utiliser une IA pour générer du code pour pouvoir construire les interfaces. Donc là, c'est du vibe coding, d'accord? Ce que j'ai pu observer aussi très concrètement, des offres d'emploi, des titres de profil LinkedIn, par exemple, de type Chief Agentic Officer. Donc, ça va être des personnes qui vont être responsables de déployer et de mettre en place des agents IA dans les entreprises. D'accord. Donc, dans les entreprises, elles vont chercher du top management pour pouvoir voilà, répartir pour pouvoir mettre en place les différentes pratiques au fur et à mesure, sachant qu'on est encore au tout début. Il y a aussi le AI enabler, pardon. C'est un métier que j'ai vu, ça, c'était chez Le Bon Coin, une offre d'emploi. Et en fait, pareil, c'est un peu la même idée, c'est être une personne qui va équiper les professionnels, les collègues, entre guillemets, de outils les plus pertinents et aussi comment les utiliser de manière pertinente, avec beaucoup de pertinence pour pouvoir être beaucoup plus performant et productif dans son métier. Et puis, de manière générale, j'ai mis juste le terme professionnel augmenté, parce que peu importe le métier qu'on fait finalement aujourd'hui l'IA, vous devez, alors c'est mon avis, vous l'approprier, comprendre ses limites, ses avantages, ses inconvénients, pour pouvoir avancer et rendre périn votre employabilité. Pour finir, ce que j'ai créé, c'est que moi, à la lumière de toutes ces difficultés que rencontrent les professionnels de la tech et du digital, au travers du fait que le secteur de la tech, il est extrêmement riche, au travers du fait que, il y a beaucoup d'opportunités et que en même temps, le secteur a besoin de beaucoup de personnes, qualifiées qui comprennent, les enjeux, qui comprennent, le jargon. Eh bien, j'ai construit un programme qui s'appelle le Level Up Digital Camp, qui est un programme sur 7 semaines. Donc, c'est ça ma méthodologie. En tout cas, c'est ça la méthodologie selon moi. Alors, évidemment, c'est ce que moi j'ai construit et que je propose évidemment à mes clients. C'est que c'est un parcours voilà, sur 7 semaines où l'idée, c'est que vous allez explorer tous les grands domaines de la tech et du digital par la pratique. Et l'idée, c'est que voilà, vous allez voir très concrètement ce que c'est que récupérer des données, les nettoyer, les faire parler comme ce que ferait un data analyst. Vous allez avoir une semaine qui va être dédiée à l'IA pour comprendre que l'IA, en fait, c'est pas que depuis 3 ans. Utiliser l'IA de manière beaucoup plus avancée. Vous allez faire du no-code, vous allez faire du développement, même si des fois, il y a des personnes qui disent, ouais, j'ai déjà essayé le dev, je ne sais pas si c'est fait pour moi, je n'étais pas sûr. Et bien, l'idée, c'est justement d'avoir un cadre bien précis qui permet justement de vraiment valider de est-ce que je garde, est-ce que je ne garde pas pour pouvoir avancer son projet professionnel. On va, dans ce programme aussi, on explore tout ce qui est cybersécurité. On va voir quels sont les métiers, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans l'IA, mais aussi dans le monde numérique, tout simplement, quand on a cette appétence naturelle avec la créativité, les métiers du marketing et aussi tout ce qui est en lien avec la gestion de projet. Et sur la partie gestion de projet, on va un peu plus loin que juste ces métiers-là. On va aussi regarder tout ce qui est étapes pour pouvoir devenir indépendant. Il y a des personnes qui sont aussi intéressées par tout ce qui est digital nomade et il y a des personnes qui se projettent un peu plus loin sur la partie entrepreneuriat. On aborde tout ça, évidemment, associé à des projets qui sont en lien avec la tech et le digital. Donc, chaque semaine, l'idée, c'est de manipuler des outils différents. Vous allez faire des tests, des cas aussi. L'idée, c'est de faire des tests dans des cas concrets. Et l'objectif de tout ça, c'est pas juste tester dans tous les sens. Non, c'est faire ça de manière très stratégique. C'est tester ce qui fonctionne bien avec vos talents. Parce qu'en fait, c'est en faisant souvent qu'on sait pourquoi on est fait.
Et donc là, c'est un cadre qui est fait justement pour cela, pour voir vos affinités avec les différents domaines de la tech et du digital, comme j'ai dit un peu plus tôt, vous testez par la pratique, hein. Et à la sortie, vous sortez avec un mini prototype. Alors, ça peut être du no-code, ça peut être de l'IA, ça peut être sur de la data. Ça dépend du projet que vous allez vouloir construire pendant le parcours. Vous sortez avec une synthèse très personnalisée de vos forces et du métier qui est adapté à vous. Mais surtout aussi, j'ai des personnes qui sont sorties du bootcamp, enfin du bootcamp, c'est plutôt un parcours, parce que quand je dis bootcamp, c'est comme si c'était voilà, 8 heures, 20 heures tous les jours. Pas du tout, c'est un parcours qui est justement été construit pour le faire en parallèle de son job ou en parallèle de sa recherche d'emploi, ou en parallèle de sa vie au quotidien. Donc c'est 30 minutes à 1 heure par jour. Et l'idée, c'est justement de sortir avec une synthèse de vos forces pour pouvoir, après cela, pourquoi pas vous inscrire à une formation. Par exemple, ça fait penser à une de mes anciennes clientes à la dernière promo, Céline, qui, elle, donc ça faisait 6 mois qu'elle hésitait entre plein de métiers, data, code, cybersécurité, elle ne savait pas du tout où aller. Et en fait, elle a fait le parcours et au bout de la 5e semaine, on a identifié la bonne formation. Pour elle, c'était Product Manager AI, où je l'ai accompagnée sur la partie voilà, comment défendre son dossier auprès de France Travail. Elle a réussi à avoir un cofinancement pour pouvoir entrer à l'école. Et là, ça y est, elle est rentrée en mars. Donc ça c'est un exemple des parcours. C'est très divers, en tout cas en termes de profil. Et surtout, on en ressort avec un plan d'action clair à court et plus long terme pour pouvoir avancer sur son projet professionnel. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, 30 minutes par jour, c'est 100% en ligne. Et pour information, si ça peut vous intéresser, la prochaine session démarre le 13 avril et je vais mettre dans le chat le lien de la page si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous partager. J'espère que vous avez pu en tirer de la valeur, mais en tout cas, place à la partie questions-réponses. Surtout, n'hésitez pas. Je ne sais pas, Binta, qu'est-ce que tu en penses si on fait dans le chat ou si les personnes elles peuvent prendre la parole? Moi, les deux me. Eh bien, je pense que c'est mieux. Tiens, merci beaucoup pour l'intervention. Il y avait Jennifer qui avait une question. Jennifer qui a posé, est-ce qu'on peut définir le métier du Customer Success Manager? Est-ce qu'on pourrait les classer dans le Client Lover ou dans un autre? Ouais, Mais Jennifer, si tu souhaites, et tous les autres d'ailleurs, vous pouvez lever la main ou juste ouvrir votre micro afin de poser votre question aussi. Là, j'ai juste dit à voix haute, donc voilà. ok. Pour répondre à la question, en effet, tout à fait, le Customer Success Manager, on va la rentrer tout à fait dans la catégorie des clients de Lover. Parce que, eh bien, on va justement être au contact des clients. Mais c'est vrai que le Customer Success Manager, selon la boîte, selon le poste, d'une mission à l'autre, évidemment, ça va être différent. Mais pour ceux qui sont plus en lien et dans un écosystème tech, hein, ils vont devoir comprendre le logiciel qui vont conseiller aux clients ou dans lequel ils vont parfois vendre, ils vont faire de l'upselling, donc vendre des fonctionnalités supplémentaires. Donc il y a à la fois la dimension client et relation client qui est très important, et la compréhension technique, culture technique, jargon est aussi importante à développer. Ça, c'est central. Donc Jennifer, je ne sais pas si ça a répondu à ta question, si tu es toujours présente. Oui, Sinon, les bonjour, autres, je je suis ne sais toujours pas. présente. Et oui, ça a répondu à ma question. Merci beaucoup. Voilà. Et surtout, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés en route, donc n'hésitez pas à écrire vos métiers. Donc peut-être, je ne sais pas si Amélie, en fonction des métiers qui avait écrit dans le chat, donc Scrum Master, ingénieur qualité agroalimentaire, architecte technique et ainsi de suite. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais peut-être conseiller? Je ne sais pas si vous avez des idées de reconversion, ceux qui ont écrit leur métier dans le chat. Si vous voulez vous orienter plus dans l'IA ou vous avez une idée spécifique. Je ne sais pas. Ça dépendra. Ça dépendra si ces personnes, où est-ce qu'elles en sont? Est-ce que déjà elles sont sur des recherches de projets de reconversion? Est-ce que elles sont dans quelle étape? Est-ce que ces personnes sont dans l'étape de clarifier le projet? Est-ce qu'elles sont au clair sur leurs forces? Est-ce qu'elles sont dans la phase plutôt de recherche de formation? Est-ce qu'elles sont dans la phase de recherche d'emploi aussi? Ça peut être ça. Peut-être premier job.
Ça dépend de tout ça. En effet, selon, l'état, de l'étape de votre projet. Si vous êtes en cours de reconversion, je pourrais, en effet, rebondir. Déjà pour commencer, si on a un peu de je ne sais pas si c'est de la timidité ou c'est que les choses elles étaient claires, mais voilà, dites-moi, peut-être, est-ce que vous avez, trouvé ça intéressant? Est-ce que ça vous a permis d'avoir, un autre, angle de vue? Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que ça vous questionne? Voilà, qu'est-ce que ce que je vous ai présenté vous a créé chez vous peut-être? Si vous n'avez pas de questions ou si vous pouvez me dire aussi que tout était très clair. Ou sinon, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Ah, parfait. Ouais, parce que je vois qu'il y a des. Donc Olivia qui dit que ça permet OK d'accord, de la compartimation, le fait de compartimenter les grandes familles de métiers, ça permet d'avoir de la clarté sur ouais, la richesse, qui est très, très, très grande et qui empêche, de voir franchement, tout ce qui est possible. Ravie si, Olivia, ça t'a permis de voir les choses de manière beaucoup plus avec beaucoup plus de clarté. Alors j'ai dit faire, donc le format était super, car ça m'a permis de voir la différence entre les domaines techniques, l'IA et les liens avec les non-tech, tout à fait. C'est vrai qu'on se rend pas trop compte, voilà. En fait, il y a les métiers les plus techniques et les professionnels les plus techniques et en fait, voilà, il y a quelques clichés qui sont vrais, faut quand même dire la vérité. C'est que la majorité il y a beaucoup de personnes, qui font partie des professionnels les plus techniques eh bien, ils vont avoir besoin d'autres professionnels qui vont justement faire le lien avec les clients. Et puis, en vérité, c'est même pas une question de personnalité. Ça peut être aussi que un développeur, par exemple, ou un expert en cybersécurité, ou un développeur IA, ou un data scientist. Eh bien, en fait, lui, son objectif, c'est de produire quelque chose de très concret, très technique. Et un product owner ou un chef de projet, ou même un customer success manager, parce que potentiellement, il pourrait interagir avec un développeur pour demander de nouvelles fonctionnalités ou demander où en est l'avancée d'une fonctionnalité, eh bien, la personne qui n'est pas directement technique ou technique profondément va pouvoir justement vulgariser auprès du client ou de l'utilisateur final. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de profils très, très différents. Et tout ça travaille ensemble, bah, dans la main en harmonie dans le secteur du numérique. Tac, 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 tac. Tout était clair, pertinent et enrichissant. Merci, merci Baya. De mon côté, je suis en plein questionnement de reconversion, surtout venant de l'agroalimentaire, en effet. Alors, Jennifer, j'ai pu, en effet, accompagner des personnes qui venaient de l'agroalimentaire. Là, je vais parler de ce domaine-là parce que là, on l'a cité, mais c'est vrai que vous avez quand même un super avantage, les personnes qui viennent de l'agroalimentaire. C'est des parcours assez solides hein, quand vous sortez de ce genre de formation. Donc ce qui fait que vous avez vu plein de choses. Ce que j'observais, c'est que vous avez beaucoup de capacités, mais évidemment, le projet de reconversion, c'est un projet qui doit vraiment, se clarifier en se basant sur, vos points forts. Souvent, vous avez, que ce soit que vous ayez fait un parcours dans l'agroalimentaire ou pas, hein, souvent vous avez, en tout cas les gens qui sont intéressés par, le digital, il y a 2 catégories, je dirais là comme ça. Il y a ceux qui testent plein de choses un petit peu sans se dire que ce sont des compétences très concrètes dans la tech et le digital. Ça peut être, par exemple, j'avais, une de mes clientes qui me disait que c'était elle qui s'occupait de tout ce qui était, comment ça s'appelle? En fait, elle s'occupe c'est elle qu'on a appelée dans sa famille pour, régler tous les problèmes techniques, de Wi-Fi, d'imprimante et tout ça. C'est bête, mais ça, ça fait partie des compétences, qu'on va faire dans les métiers, informatiques, notamment dans tout ce qui est administrateur système et réseau. Et donc, cette personne, elle ne le sait pas, mais en fait, c'est des premiers pas, vers, le métier. Donc ce qui fait que je me demanderais, Jennifer, si, vous avez, quelques appétences comme ça naturelles, heu, allez les chercher. Ça, c'est ça qui est très important. L'autre chose, c'est que vous pouvez aussi tester plein de choses. Peut-être que vous avez déjà testé des formations, peut-être qu'il y a des choses qui vous plaisent, peut-être des choses qui vous plaisent moins. En tout cas, ça, c'est ceux qu'ils ont testé. Et après, il y a d'autres personnes qui ont une envie d'aller dans le digital depuis un peu récemment, parce qu'ils ont vu une opportunité, ils se sont dit: «Ah ouais, c'est vrai que c'est un secteur qui est très, très porteur». Là, il n'y a pas eu trop
ou du moins, c'est pas clair de trouver, enfin, c'est pas difficile, c'est un peu difficile de trouver des comportements. Après moi, c'est vrai que moi j'ai développé une méthodologie qui permet de détecter les comportements même si on a l'impression qu'on en a pas. Mais, là, dans ce cas-là, il faut regarder dans les compétences transférables, dans les expériences passées, dans les études passées, dans la posture que vous aviez quand vous étiez en équipe, en groupe, dans les projets passés, ben, vous aviez un comportement particulier. Et bien ça match avec certains métiers de la tech et du digital. Voilà, c'est ce que je vous conseillerais, Jennifer, de creuser, d'investiguer. En tout cas, ça aide énormément pour pouvoir avancer. Attendez, il faut juste que je récupère. Je vous ai dit que j'allais vous partager la page et je ne l'ai pas fait. Tac, attendez, passer. Voilà. Je passe ça et après je continue. Tac, voilà, j'ouvre le chat. Ok, donc la question d'après, c'était. Il y a une question de Vincent D'accord. donc la question c'est qu'est-ce que tu entends par portfolio pour un product manager? Ok, très bonne question, merci. Alors je pose ça là, tac, dans le chat. Très bien. C'est quoi un portfolio pour un product manager, il a dit? Exactement. Ok. Donc un portfolio, ça va être une page qu'on va mettre en ligne, d'accord, dans laquelle on va pouvoir enregistrer des exemples de projets que l'on a déjà fait, d'accord. Donc, par exemple, si on est graphiste, on va prendre plein d'interfaces qu'on a fait et on va les mettre sur cette page. Et cette page, ce sera un lien qu'on va mettre sur notre CV PDF, notre CV LinkedIn et où on va le diffuser dans nos investigations de recherche d'emploi. Donc ça, c'est pour le graphiste. Alors peut-être que la personne qui a posé la question, elle sait déjà ça, mais je précise pour tout le monde, d'accord? Donc ça, c'est pour le graphiste. Pour un développeur, en fait, un développeur va construire un mini projet qui va coder ou vibe coder aujourd'hui. Et il va présenter tous les exemples de projets qu'il a déjà fait. Peut-être qu'il a fait ça pour une association, peut-être qu'il a fait ça pour lui, peut-être qu'il a fait ça dans le cadre de sa formation. Mais en tout cas, il va recenser l'ensemble des projets qu'il a fait. Ça peut être aussi des petits exercices. Ça va être son portfolio, d'accord. Pour un product manager, là, souvent, on pose la question à Mehdi, pour les métiers qui vont se rapprocher de tout ce qui est gestion de projet, c'est compliqué d'avoir un portfolio. Donc, en fait, quand je dis portfolio, c'est vrai que c'est de manière générale, mais c'est surtout, il faut trouver un angle pour prouver vos compétences. Donc, peut-être que vous n'aurez pas une page avec des projets codés, c'est pas ça. Mais peut-être que c'est comme vous voulez, hein. Moi, je ne donne pas d'obligation pour qui que ce soit. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous ayez exercé un projet de A à Z, où vous avez fait le démarrage, vous l'avez fait sortir de terre, vous avez peut-être managé, créé, guidé, collaboré, fait collaborer une équipe, et à la fin, il y a eu quelque chose qui a été produit, d'accord. Donc, si vous êtes produit manager, vous pouvez prendre ce qui a été produit et le mettre sur votre portfolio en disant, voilà, j'ai travaillé sur ce projet, et dedans, vous ne dites pas, voilà, j'ai codé ça, c'est pas ça l'idée, c'est plutôt dire, j'ai été responsable d'eux, et voici l'impact que j'ai eu. Ça peut être des chiffres, ça peut être en termes de durée, ça peut être les problèmes que vous avez réglés, et ça peut être un élément concret dans lequel, d'ailleurs, un employeur serait assez marqué par le fait que vous ayez fait une sorte de portfolio alors que vous êtes product manager. Donc, d'ailleurs, dans les candidatures, c'est important aussi d'être un peu créatif, d'accord. Mais vous n'êtes pas obligé de faire un portfolio si vous êtes PM. L'idée, c'est d'avoir en tête, d'avoir noté à quelque part dans un Notion, dans un Google Doc, sur vos notes, même dans votre cahier, 2, 3 projets significatifs, bien clarifier le rôle que vous avez eu, bien aligner les compétences que vous avez appliquées qui sont en lien avec le métier que vous voulez faire, par exemple le métier de product manager. Et ça, il faut que vous le pitchiez, il faut que vous le présentiez, il faut que vous disiez, quand vous allez échanger avec l'employeur ou une personne que vous avez rencontrée, dire voilà, ah oui, c'est vrai que j'ai travaillé sur ce projet, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est ça l'équivalent de votre portfolio. Tout ça pour vous dire qu'il faut quelque chose, un endroit, ça peut être sur une page, ça peut être sur votre CV, ça peut être dans votre carnet, mais en tout cas, il faut que vous ayez au clair 1, 2, 3, 4 projets qui rassemblent soit l'ensemble des compétences de votre métier, soit où on voit les différentes compétences réparties sur différents projets. C'est ça l'idée, par exemple, d'un portfolio si on est product manager. La personne me dira si j'ai répondu à la question et si c'est plus clair. Après, il y avait Anne, c'était pas une question, c'était plus une affirmation qui est venue un petit peu en cours de route.
et elle a suivi une formation aussi, enfin, elle n'est pas officiellement dans la tech, mais elle est, en formation de chef de projet de marketing digital. Et aussi elle souhaite alors elle se développe, donc l'IA générative se développe ensuite elle est vraiment intéressée par le sujet et qu'elle devrait peut-être, revoir le métier qu'elle fera, demain. Mmh. En effet, attends, c'est écrit c'est quelle personne qui a C'est dit à ça? 19:02. Ouais, je te conseille de relire OK. le Donc c'est Anne Anne Emon, c'est ça? ah exactement. OK. J'ai pris la conférence en cours du rôle de je ne suis pas officiellement dans la tech, je suis assistante de direction. OK, je vois très bien. J'ai fait une formation de chef de projet, OK, et marketing digital, c'était riche et intense et surtout l'IA OK. À regarder, je pense, c'est peut-être ça. L'IA générative se développe ensuite et je suis vraiment intéressée par le sujet. Je devrais peut-être voir le métier que je pourrais faire demain. En effet, toutes les personnes qui sont en cours de reconversion actuellement et qui ont fait des formations, récemment, moi, ce que je dis d'ailleurs à toutes les personnes que j'accompagne, c'est, si la formation, auquel tu vas postuler n'a pas une dimension IA aujourd'hui, regarde s'il n'y en a pas une autre équivalente qui a un module IA. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui se forment, faut vraiment, surtout les reconvertis, vous soyez stratégiques sur ça parce que tous les parcours de reconversion sur 1, 3 mois, 6 mois ou un peu plus, en fait, pourquoi ces formations, elles existent? Elles existent parce qu'en fait, elles permettent de faire venir sur le marché des professionnels qui ont des compétences fraîches et qui correspondent à ce que le marché récent a besoin. Parce que les parcours, de formation classique, type 5 ans, en fait, vous connaissez, l'éducation nationale, vous connaissez, les grandes écoles. En fait, ça met beaucoup de temps avant de vraiment être en phase avec les besoins du marché et c'est pour ça que les formations reconverties, bootcamp, ça a un avantage. L'avantage, c'est la fraîcheur et la le fait que les compétences sont récentes. Par contre, il faut savoir que, voilà, il y a plus de 500 formations qui forment au métier, aux compétences tech sur le territoire français, d'accord? Mais par contre, c'est pas toutes les écoles qui sont alignées avec les vrais besoins et ça, c'est un vrai travail à faire. Donc déjà, première chose, attention, choisissez que des formations où il y a un module IA. Évidemment, il faut que ce soit significatif. Par exemple, je parlais de Tilly tout à l'heure, comme cliente qui avait participé au Level Up Digital Camp. Quand on a étudié l'école, on a vu qu'il y avait pas de module. Je lui ai dit: «Il faut que tu rappelles l'école pour voir où est-ce qu'ils en sont» et en fait, il s'avère qu'ils étaient en train de l'intégrer, mais c'était pas encore affiché sur la page et donc là, aujourd'hui, c'est bon, il y a bien la dimension, module IA, en tout cas, le module IA bien avancé parce qu'en fait, à la base, c'était IA que, très, en surface, alors qu'il y avait des nouvelles, des nouveaux outils qu'il fallait qu'ils soient présents dedans. Si vous avez trouvé une formation et que cette formation de un, il y a pas l'IA ou qu'il y a pas dans le marché actuel du métier que vous visez, il y a pas de formation où il y a de l'IA, en fait, vous devez être stratège, d'accord? Et que vous devez prévoir un parcours de formation. Alors ça peut être en auto-formation, ça peut être avec un petit module où vous allez intégrer de l'IA à l'intérieur de vos compétences. Pour que sur le marché, vous soyez pas que la compétence cœur, d'accord? C'est stratégique d'avoir cette dimension IA parce que en tant que reconverti, il faut que vous ayez chercher des choses qui vous permettent de vous démarquer, d'accord? Et le fait d'avoir intégré des nouvelles pratiques IA, c'est vraiment l'avantage pour vous aujourd'hui. C'est pour ça que c'est vraiment, ouais, c'est une bonne idée de l'intégrer, de faire attention à cela et de comprendre comment le métier va évoluer. Mais sachez que l'écosystème, il est perdu, les employeurs sont perdus, les managers sont perdus. Donc, c'est-à-dire que tout le monde ne sait pas exactement comment utiliser l'IA. Et c'est aujourd'hui, moi, c'est ce que je conseille, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le programme que j'ai créé, c'est que vous devez vous approprier vous-même l'IA pour que vous soyez la personne qui va apporter une plus-value à vos équipes euh, avec qui vous allez travailler euh, aujourd'hui et dans les années à venir. C'est peut-être mieux si je le mets directement. Il y avait une autre remarque, Binta, que tu as vu passer? Alors, pendant que tu parlais, elle avait donc affirmé qu'il faut donc trouver un bon établissement. Ce qu'il faut, enfin, peut-être, j'étaye moi-même un peu plus, mais
Est-ce qu'il faut que la personne trouve une bonne école? Est-ce que, du coup, elle doit faire un bootcamp? Est-ce que enfin, OK. qu'est-ce qu'elle doit trouver Est-ce qu'elle en doit réalité? compléter? OK. Ouais. Déjà, il faut faire le point sur le métier. Voilà. Parce que j'avais vu marketing et chef de projet. Donc, ça peut s'associer ensemble, mais je me poserais la question de est-ce qu'il y a eu un questionnement entre les deux ou c'était j'aime bien ces deux choses, donc je veux le mix des deux, ou j'ai testé un, c'était pas trop pour moi, donc j'ai testé un autre. Voilà, il y a plein de questions derrière tout ça. Donc à partir de là, c'est pour ça que je le disais un peu plus tôt, il faut clarifier le projet professionnel. Ça, c'est vraiment l'étape numéro un, c'est le pilier vraiment solide qui permet que le projet de reconversion va pouvoir se déployer. Ensuite, une fois que le métier il est clair, on fait le point sur le poste, voilà. C'est-à-dire que il faut aller voir chez les employeurs, dans les offres d'emploi notamment, quelles sont la liste des compétences qui sont recherchées par ces employeurs et est-ce que la formation que la personne a fait couvre ses compétences. Si oui, on est bon, donc on rajoute juste un module IA, d'accord? Parce que même si les employeurs ne le recherchent pas aujourd'hui, ils vont le rechercher très bientôt, d'accord? C'est dans les tuyaux, quoi qu'il arrive. Et si vous arrivez avec les compétences et vous dites en plus, vous voyez comment je me démarque, eh bien j'ai fait ce programme-là en plus qui permet d'être une professionnelle augmentée, eh bien ça c'est un bon moyen pour se démarquer, d'accord? Et donc, sur la formation, en effet, il faut trouver les formations qualitatives, les formations qui développent des compétences qui correspondent à ce que les employeurs recherchent aujourd'hui. Ça, c'est un sujet important. Et questionner, challenger les écoles pour savoir qu'est-ce que la personne fait par rapport à l'IA. Et encore, quand je dis l'IA, c'est très, très général. C'est aussi à vos valises. Est-ce qu'on fait de l'automatisation avec de l'IA dedans? Est-ce qu'on fait juste de l'IA générative avec des prompts? Est-ce qu'on va faire de l'IA agentique? Il y a plein aujourd'hui et surtout de plus en plus, manières d'utiliser l'IA et selon le métier qu'on fait, eh bien, on va devoir le faire différemment. On peut aussi se faire accompagner par un consultant qui a développé voilà, une méthodologie pour pouvoir aider la personne à se focus sur ses compétences et augmenter ses capacités IA dans son métier. Oh, eh bien, elle vient tout juste de rebondir. Elle Ouais, vient je d'envoyer vois. le message dans le je te laisse Ouais. le Il y a lire. tellement d'offres, il faut faire le bon choix. J'ai bien compris qu'il faut bien se renseigner. Auriez-vous des écoles phares, par exemple? Alors, des écoles phares, 800 appellations de métiers dans la tech et du digital et plus de 500 formations, et encore 500, je sais que c'est un chiffre qui est très bas, aux compétences tech. Ça dépend du projet. Des écoles phares, j'ai entendu, chef de projet. Alors, les premières qui me viennent en tête, je pense à Maria Schools, j'aime beaucoup cette école, la démarche est bien, les personnes qui passent par cette école sont plutôt satisfaits et surtout, j'observe, le marché des formations évidemment pour, bien conseiller mes clients et ils font partie de ceux qui ont pris assez tôt le tournant de l'IA, avant la vague, qui a suivi derrière. Donc c'est-à-dire que ça fait partie des plus anciens, donc ça je pense à elles, à eux sur, pour les métiers autour, enfin des compétences qui sont liées avec la gestion de projet. Pas chef de projet en tant que tel, mais par exemple, je crois qu'ils font PM si je me trompe pas, je me rappelle plus exactement. Il y a aussi Noé qui est pas mal placé à regarder. Après Noé, c'est vrai que j'ai vu qu'il faisait des formations très, très, très courtes. Et après j'ai entendu marketing. Sur marketing, je pense à Origami. J'aime bien aussi cette école, c'est surtout sur le plan pédagogique. Et puis même l'impact, le fondateur, il est très impliqué pour ses apprenants. Je trouve que ça fait partie de ces écoles qui jouent le jeu, par rapport à peut-être à pas mal d'écoles, où c'est pas toujours, voilà, toujours tout rose, pour les apprenants. En tout cas, c'est les premières auxquelles je pense là comme ça de tête, bon en général, je vais faire plutôt une étude bien particulière, pour chaque client à un moment donné par rapport au pour étudier les demandes des employeurs et aussi, hem faire matcher les bonnes écoles. Maria Schools? OK, je vais noter. Maria Schools comme, si je me trompe pas, c'est comme ça. Ah, je crois qu'il y a un S à Maria. C'est Marias non, c'est Maria Schools. Attends, je regarde. Tac, tac. Je crois que c'est comme ça.
Maria... Non, mais c'est bon, c'est bien écrit. Il y a, Enfin, sur leur site, en tout cas, enfin, dans le nom ok, de domaine, il y a un... Mais tu tapes ça et ouais, tu trouveras forcément. ok. Et je sais jamais si c'est Marascus ou Lyon. En tout cas, c'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, les deux, ça va ensemble. Et il y a aussi Origami, si je me trompe Origami. pas. Ouais, Ok. origami. Très clair. Est-ce qu'on a abordé toutes les questions ou toutes les interrogations, toutes les remarques, Binta? Je pense qu'on a tout fait là. Bah, si vous avez d'autres questions, moi, je me mets à la place des gens. Ce serait plus, donc, admettons qu'on soit perdu, parce qu'avec tout ce qu'on peut lire, c'est très bien, parce qu'au début, tu nous as montré les études, donc tu es plus allé, pas dans le pessimisme, mais plus vers l'optimisme. Donc certes, les métiers vont pas réellement disparaître, mais ils vont plus changer. L'être humain s'adapte. Mais admettons, nous, du coup, on s'intéresse plus à l'IA. Qu'est-ce que toi, tu peux nous offrir? Parce que tu parlais de piliers. Donc, tu as dit que la base, c'est de savoir vers quel métier on doit s'orienter d'abord. Mais admettons qu'on ne le sait pas, étant donné qu'on ne connaît pas réellement tout ce secteur de l'IA. Qu'est-ce que toi, tu nous proposerais si on rejoindrait To My Futures? Qu'est-ce que tu nous fournirais en fait en réalité? Est-ce que du coup, tu nous accompagnerais sur et tu nous aiderais sur le fait de réfléchir par rapport à nos compétences? Qu'est-ce que nous, on pourrait faire? Oui, ok, très bien. Donc, ouais, bonne question qui permet de clarifier encore plus. Tout à fait. Donc, en fait, moi, l'idée, c'est que je pars toujours des personnes. Je pars des compétences transférables. Et c'est très important d'aller identifier ces compétences transférables. Il y a deux moyens de le faire. Le premier, c'est un parcours individuel que j'ai fait, dans lequel j'accompagne mes clients. Et donc, c'est tout un parcours voilà, très précis pour pouvoir aller les collecter et construire le projet professionnel. Et j'ai donc le deuxième parcours où là, c'est un parcours collectif où là, ces compétences transférables, on va aller au-delà des compétences transférables, on va aussi aller sur les appétences et des compétences qui sont cachées, qu'on ne peut pas détecter au travers d'un rendez-vous individuel, parce qu'en fait, vous allez construire par vous-même des projets. Donc en fait, en toute sécurité, vous allez pratiquer plein de compétences, plein de métiers de la tech et du digital, des compétences et des métiers qui sont évidemment recherchés, dans lesquels il y a des organismes de formation qui proposent voilà, de vous former. Et l'idée, c'est qu'on puisse détecter chez vous vos points forts naturels au travers des projets. Il y a des personnes qui vont sortir des projets data alors qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient ces appétences-là. Il y a des personnes qui vont créer des sites Internet alors qu'ils pensent qu'ils ne sont pas en capacité de créer un site Internet. Des fois en codant, des fois sans coder, des fois avec l'IA. Vous allez pouvoir vous équiper de nouvelles compétences aussi par rapport à comment vous pratiquez votre métier. Mais tout ça, c'est avec l'idée de partir de vous-même. Et il y a tout un parcours, donc ça c'est la partie collective, il y a tout un parcours individuel où avec moi, on affine encore plus. Pendant tout le parcours, vous me laissez des petites traces. Alors quand je dis des petites traces, c'est que vous devez répondre à des questions bien précises dans lesquelles moi je vous pose, enfin, je vais aller investiguer comment vous vivez le parcours afin que moi je récupère des datas. En fait, moi je récupère des datas sur vous. Et c'est à partir de ça que moi je vous suis pendant tout le parcours des 7 semaines pour clarifier semaine après semaine votre projet. Donc ça, c'est, je pars de vous, je récupère des datas, j'observe comment vous évoluez, vous observez vous aussi, vous vous rendez compte aussi de vos capacités. Et à l'issue de ce parcours, eh bien, vous avez une clarté des métiers parce que déjà pendant le parcours, vous avez du contenu déjà pour comprendre l'écosystème parce que on parle de métier certes, mais avant de parler de métier, ok, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la data aujourd'hui? C'est quoi les tendances de l'IA aujourd'hui? Quel est l'impact de l'IA sur la cybersécurité? En fait, si on n'a pas déjà cette première base, c'est très compliqué de se projeter même sur le métier. Donc en fait, on commence par cette partie-là. Il y a la partie métier, il y a la partie pratique, il y a la partie individuelle avec moi pour pouvoir justement clarifier le projet. À la sortie, si c'est l'IA qui vous intéresse, eh bien vous saurez dans l'IA quels sont les métiers où il y a une dimension IA qui matche le plus avec vous. Pour vous donner un exemple, je travaille avec une cliente, donc elle me dit, voilà, l'IA, je pense que je veux aller dedans. Sauf que se dire, je veux aller dans l'IA, c'est très général. C'est très, très général. C'est comme si on disait, je veux travailler. Donc en fait, si on dit je veux travailler, on peut pas, vous n'avez pas de projet. Mais vous le savez pas, mais en même temps, c'est normal. C'est pas encore clair. Donc le parcours qu'on a fait ensemble, ça lui a permis de se dire, OK, par rapport à ses points forts, en fait, elle va être plutôt allée elle hésite soit dans la transformation digitale, soit elle va aller dans quelque chose comme product manager. Voilà. Et en fait,
quoi qu'il arrive, il faut qu'elle développe ses compétences IA et on a vu qu'elle va mettre en place tout un parcours, elle va s'auto-former par rapport à l'IA, elle va commencer à former, parce que pour elle, c'est plus pertinent pour elle par rapport au parcours qu'elle a déjà du passé, parce qu'elle a des compétences transférables qu'elle peut utiliser de cette manière. Et c'est comme ça que son projet va prendre forme et qu'elle va toujours avoir une dimension IA dans son projet, tout en allant vers le métier qui matche le plus avec elle. Donc en fait, ça, c'est que finalement, chaque projet est unique. C'est pour ça que se dire que je vais aller sur un métier que j'ai entendu parler, c'est pas forcément la chose la plus logique, parce que souvent, les métiers, en tout cas de toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est souvent une combinaison de choses qui se basent sur les forces personnelles, sur les appétences, sur les talents naturels et aussi la tendance actuelle. Et donc là, l'idée, c'est comment intégrer l'IA au bon endroit dans le métier que vous visez. C'est comme ça que moi, j'accompagne les personnes. Parfait, merci beaucoup. Bah, je pense que ça a répondu à la question. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, sinon je pense on peut s'arrêter là. Donc, Je ne sais pas si tu souhaites partager peut-être un code promo ou tu veux mettre ça dans le mail. ouais, c'est vrai, je ferai partir dans le mail. Toutes les personnes Ok, elles sont inscrites, donc je vais pouvoir faire partir dans le mail. Mais c'est vrai que voilà, vous avez accès. Donc je peux remettre le lien. Tac, mais je pense que ça c'est accessible, hein. Mais le lien du programme, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous avez la possibilité en allant sur cette page-là, déjà d'en apprendre un peu plus sur le programme. Et il y a un bouton pour pouvoir réserver un rendez-vous avec moi si vous le souhaitez, pour que je puisse répondre à vos questions, pour voir si le programme, ça peut être intéressant pour vous, pour savoir si, voilà, pour peut-être répondre à des questions personnalisées, peut-être que voilà, vous avez un projet particulier ou un profil particulier, c'est très important de faire le point avant. Donc, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir creuser cela, ok. Et surtout, voilà, il y a toutes les informations sur la page. Et comme l'a très bien dit Binta, c'est que je donne accès à une réduction au programme. Vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 5%, et ce sera via un code promo que je pourrai vous transmettre. Donc après le webinaire, donc entre aujourd'hui et demain, je vous ferai parvenir déjà les slides. Je pense que ça peut être intéressant, souvent on me les demande, et aussi le code promo, et surtout, si c'est quelque chose qui vous a parlé, qui fait écho, si les problématiques que j'ai pu lister, si la manière dont j'aborde voilà, les projets de reconversion, c'est quelque chose que vous trouvez pertinent, eh bien, voilà, je vous invite à prendre rendez-vous pour au moins faire le point. Quoi qu'il arrive, ça vous permettra de prendre du recul. Donc ça, c'est toujours quelque chose de gagné. Et peut-être que, voilà, si c'est pertinent, on pourrait voilà, travailler ensemble sur votre projet. En tout cas, je serais ravi si c'était le cas.